Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct du Parc des Princes sur la chaîne Twitch de Sunday Night Sport pour répondre à une question. Est-ce que le sport peut lutter contre la sédentarité ? C'est parti ! Bienvenue au Paris Running Festival, l'événement qui imagine le sport de demain pour le rendre plus durable et plus éco-responsable. Cet événement est rendu possible grâce au soutien de On Running et de iRun.fr. Selon une étude de l'OMS, la sédentarité est considérée aujourd'hui comme le 4e facteur de risque de décès dans le monde et l'inactivité physique comme la première cause de mortalité évitable. Et malheureusement, l'année passée et les différents confinements ont plutôt aggravé la situation. D'ailleurs, d'après un sondage réalisé durant la période de confinement, la moitié de la population n'a pas atteint les recommandations d'au moins 30 minutes d'activité physique par jour et un tiers a déclaré un niveau de sédentarité élevé, c'est-à-dire plus de 7 heures par jour en position assise. Pour décrypter et analyser ce sujet aujourd'hui et comprendre comment le sport peut jouer un rôle majeur, j'ai la chance d'accueillir Boris Girardi, ambassadeur iRun et Salomon et aux commandes de son compte Instagram Pied de Robot, président de Level Up, une association qui accompagne des personnes amputées et porteur du projet Hopper. Bonjour Boris, ça fait beaucoup de choses. Bonjour, ça fait beaucoup de casquettes, mais en fait, c'est presque une seule et même casquette puisque tout ça tourne autour de même valeur et d'un même projet. Donc, je vous expliquerai ça en détail. On accueille également Grégory Vermèche, général manager de Strava pour la France et l'Espagne. Bonjour Grégory. Bonjour, c'est beaucoup plus simple du coup là. C'est un petit peu plus restreint effectivement. Et Stéphane Diagana, premier champion du monde d'athlétisme masculin français sur 400 mètres et en 97 à Athènes, recordman d'Europe du 400 mètres et jusqu'en 2019 et actuel recordman de France et consultant chez France Télévisions, conférencier et membre de la commission des athlètes chargé de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On est de nouveau sur un intitulé assez long. Bonjour. 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 Bah oui, mais qu'une tête aussi pour plusieurs casquettes, voilà, c'est pareil. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour parler de ce sujet. Avant toute chose, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on puisse définir ce qu'est la sédentarité. Stéphane, vous êtes ambassadeur sport santé et vous intervenez régulièrement dans des conférences pour sensibiliser les Français sur les dangers liés à une vie trop sédentaire. Comment vous définiriez la sédentarité et surtout, à partir de quel moment est-on considéré comme sédentaire ? Alors, la sédentarité, c'est vrai qu'il y a deux façons de la voir. C'est la définition classique. On dit on est sédentaire, ça veut dire qu'on ne bouge pas assez. Mais en réalité, la sédentarité, c'est le temps que vous passez pendant la phase d'éveil avec une consommation d'oxygène qui correspond au repos. Donc, les anglo-saxons utilisent les MET, Metabolic Equivalent Task, pour pouvoir définir et comparer les différents niveaux d'engagement dans l'activité physique. Un MET, c'est votre niveau repos. Donc, la sédentarité, c'est le temps que vous passez à un MET. Quand, en phase d'éveil, vous passez plus de 7 heures à ce niveau de dépense énergétique, eh bien, on estime que la sédentarité est trop marquée et qu'elle engendre et commence à engendrer des problèmes de santé importants. Voilà. Après, c'est à différencier de l'inactivité physique. Et vous l'avez bien dit, ce sont deux causes de mortalité et de risque de santé qui sont indépendantes. Et on peut être, par exemple, sédentaire, passer 7 heures par jour assis dans sa voiture au travail, et être actif physiquement, en faisant 30 minutes d'activité physique ou bien plus pour des très sportifs par jour, mais avoir quand même les risques de la sédentarité. Donc, c'est sûr que ça les compense, mais il faut s'occuper de sa sédentarité, donc interrompre les moments de sédentarité, travailler debout quand on peut, c'est différent aussi, même si on n'est pas très actif pour d'autres raisons. Et puis bien sûr, être très actif dès que l'on peut, dans ses temps de loisirs, par le sport, mais dans ces temps aussi de déplacement et dans ces temps de travail. Je crois que Boris aussi, la thématique de cette conférence, vous avez fait un peu réagir. Exactement. Il faut bien faire la part des choses entre il l'a très bien dit Stéphane, entre la sédentarité et le sport. On peut être très sportif et sédentaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien noter. Mais aussi, à l'inverse, on peut ne pas être sédentaire, avoir un travail qui va nous mettre en mouvement et à la fois ne pas être sportif et avoir d'autres problématiques. Donc, il faut vraiment avoir du mouvement. C'est ça qui va permettre de rompre en fait toutes ces routines-là qui peuvent être néfastes à terme. Il y a certains publics qui sont particulièrement touchés par la sédentarité. Par exemple, une récente étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire révèle que 66% des 11-17 ans déclarent consacrer plus de 2 heures par jour
aux écrans et moins de 60 minutes à l'activité physique. Malheureusement, la tendance ne risque pas vraiment de s'inverser car sur 2020, le temps passé sur les smartphones a explosé en France. Grégory, Strava étant avant tout une application mobile, j'imagine que cette statistique ne doit pas vous laisser indifférent. Doit-on s'inquiéter de l'addiction des jeunes et même des moins jeunes d'ailleurs à leur smartphone ? Alors, je pense que oui, il faut s'inquiéter. Et du coup, c'est sûr que penser à passer du temps loin de ses écrans, c'est important. Alors, du coup, tu me poses la question. C'est vrai que Strava répond quelque part à ça. C'est un peu antinomique. Alors, on va se dire, tiens, Strava, finalement, c'est du temps écran. Alors qu'en fait, c'est pas trop notre business. Alors, souvent, on est comparé au réseau social, du sport. Et du coup, on pense souvent au Facebook Orange, en fait. Donc, c'est Facebook qui est basé sur l'économie de l'attention. Strava n'est pas du tout dans ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout basé sur, enfin, nos sources de revenus ne sont pas du tout basées sur le temps que vous passez derrière votre écran et ensuite monétiser ce temps auprès d'annonceurs, de marques pour justement rentrer tout simplement des revenus. Nous, notre business, c'est que les sportifs passent du temps dehors, un maximum de temps dehors, quoi. Et on a cette stat qui est intéressante d'ailleurs sur Strava, qui est pour 1 minute passée derrière un écran, le sportif sur Strava passe 50 minutes à faire du sport. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on est une technologie qui, certes, à un moment donné, on se retrouve derrière un écran, mais en fait, prône la déconnexion, quoi. On est vraiment, parce qu'au final, quand on fait du sport et qu'on log sur Strava, au moment où on fait du sport, où on est dehors, on n'est pas vraiment logué à Strava, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'approche techno de Strava et qui n'est pas du tout en lien avec ce qu'on voit beaucoup en ce moment sur les technos, ou qui en tout cas très associé au temps écran, quoi. Donc finalement, à travers une application, on peut finalement on peut bouger en fait. C'est une source de motivation, c'est clair. On se fait son parcours, on s'imagine un temps, on lance l'appli, on la met et puis on part courir et on se dit j'ai lancé l'appli, j'aimerais bien faire un petit truc sympa. Et donc du coup, ça peut être aussi source de motivation. Je pense que c'est intéressant. Alors ouais, sur la source de motivation, c'est sûr, il y a un temps écran avant la pratique, avant vraiment l'activité. Donc du coup, il y a la préparation, mais tout ça fait partie un peu d'un jeu, quoi. Il y a la préparation, qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller, quel type de séance. Et après, donc on rentre dans sa séance, on est complètement déconnecté. Et il peut se passer parfois 10 heures de vélo, hein. Et au retour, effectivement, on va loguer son activité, on va avoir ce petit temps écran. Mais finalement, ce travail, il y a ce côté un peu je log, je passe du temps sur l'écran, je regarde un peu ce que j'ai fait, je me compare avec mes amis, ma famille, et après je passe à autre chose, je passe à autre chose dans ma journée. On n'est pas dans une économie, pour nous, où il faut absolument que la tête passe le maximum de temps derrière son écran. Et au final, toutes les ressources Strava sont concentrées sur développer un produit qui va fournir des services, qui va permettre d'être toujours plus motivé, quoi. C'est pas du tout, on a 0 jour homme, 0 ressources dédiées à optimiser le temps passé derrière l'écran, analyser les données pour ensuite les revendre à des annonceurs, des partenaires. Ouais. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Toute notre énergie est concentrée sur améliorer le service pour les athlètes. Stéphane, on parlait effectivement tout à l'heure de la définition de la sédentarité. Si on passe 8 heures par jour derrière un bureau, est-ce que le sport peut être un moyen efficace et en tout cas suffisant pour annuler ces effets de la sédentarité et d'ailleurs, sont-ils annulables en fait ? Alors, comme je le disais, on va les limiter très fortement pour quelqu'un qui pratique. Alors, les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique pour les enfants, c'est 1 heure par jour. Tous les jours, et beaucoup d'enfants sont très loin de ça, parce que dans la phase de croissance, c'est encore plus important que les enfants pratiquent pour plein de raisons de développement une activité physique régulière. Pour les adultes, on dit que c'est 1 demi-heure d'activité modérément intense. Alors modérément intense, ça dépend bien sûr des capacités de chacun, mais en gros, il faut qu'il y ait un essoufflement. Si on marche, il faut qu'il y ait un peu d'essoufflement, qu'on puisse parler, mais qu'il y ait un petit essoufflement. C'est pas de la marche à 4 km/h, en tout cas pour quelqu'un qui est en bonne santé, ça va être de la marche plutôt à 6-7, et à partir de ce niveau-là, on va commencer à tirer des bénéfices à raison de 5 fois par semaine, 30 minutes. Mais certaines études, alors c'est un peu contredit maintenant, certaines études laissaient penser qu'on ne pouvait pas les compenser du tout. Il semblerait que pour des gens qui sont vraiment très actifs, qui s'entraînent 15-20 heures par semaine, là, il y a une compensation qui se fasse parce qu'il y a des phénomènes pendant la pratique de l'activité physique qui sont bénéfiques, mais aussi après.
Et donc, quand vous vous entraînez tous les jours, déjà tous les 2 jours, il y a une sorte de continuité, mais quand vous entraînez tous les jours, vous avez une sorte de modification de votre métabolisme et de beaucoup de choses qui est très très bénéfique et qui semble compenser l'essentiel ou la totalité presque de vos 7 heures par jour ou 8 heures par jour assis derrière votre bureau. Mais il faut beaucoup d'activités physiques pour les compenser. Et est-ce qu'il y a des sports à privilégier ? En fait, il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux cardiovasculaires. Donc c'est évident que la pratique d'une activité à dominante aérobie est importante. Maintenant, pendant longtemps, sur certains aspects, on pensait que il n'y avait que cette pratique-là qui pouvait être bénéfique. Mais on se rend compte maintenant que même le stretching peut avoir des effets qui sont comparables. Même la méditation en pleine conscience a des effets qui peuvent être comparables. Donc le mieux, c'est de mixer. Et puis en plus, plus on mixe, plus on va tirer des bénéfices. Et puis quand on a des pratiques intenses, quand on va mixer les pratiques, on évite aussi les blessures. Il y a des études qui montrent que des gens qui vont faire et du yoga, du tennis et de la course à pied vont avoir, ou des triathlètes qui par définition mixent leur pratique avec des sports portés et des sports à impact, vont avoir moins de risques de blessures que quelqu'un qui fait que du running. Donc ça, sur la traumatologie aussi, il y a des choses qui montrent qu'il y a un intérêt à mixer, mais de manière générale, en mixant les pratiques, on va tirer différents bénéfices, parce qu'il y a des enjeux cardiovasculaires, comme je le disais, mais il y a des enjeux cognitifs aussi sur la fonction cognitive. Aujourd'hui, on sait très bien que sur l'apprentissage, sur toutes les maladies neurodégénératives, il y a beaucoup d'études qui montrent que le muscle que l'on pensait juste être un effecteur à l'époque qui répondait à une commande nerveuse a une fonction endocrine. Donc met en circulation des molécules, des myokines on les appelle, qui vont venir contrôler des zones du cerveau qui sont à très fort enjeu en matière de capacité cognitive et puis de préservation des neurones, notamment dans l'hippocampe, qui est une zone clé pour Alzheimer. Voilà. J'ai une stat clé là-dessus. Alors c'est intéressant, c'est que sur les marathoniens, on a observé l'année dernière, sur les marathoniens qui ont battu leur record, ils ont injecté 13% de plus d'activités différentes que le running dans leur entraînement versus ceux qui n'ont pas battu leur record. Ça, c'est vraiment... Ce qui rejoint du coup ce que disait Stéphane, effectivement. Et si on parle marathon, je vous parlais d'un des bénéfices. Il y a une étude qui a été faite sur le marathon de Londres en 2016 et 2017 sur à peu près 140 coureurs qui étaient âgés de 23 à 60 ans. Et en fait, qui étaient les primo-participants au marathon. Et l'étude a montré que l'entraînement plus le marathon, c'est pas le marathon lui-même, c'est tout ce que ça demande avant, avait provoqué un rajeunissement de leur âge artériel de 4 ans. Donc, pour vous dire l'impact... Ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. C'est pas un petit... Non, à chaque fois, dès qu'on est sur l'activité physique, quand on parle de prévention de pathologie, sur le cancer du sein, on est plutôt dans des 30, 40, voire 50% de risque, de diminution de risque, que du 3% ou du 5% qui pourrait être parfois critiquable. On est sur des choses qui sont vraiment marquées, voilà, très, très, très marquées. Donc, on a été fait, comme je dis, c'est évident pour tout le monde qu'on est fait pour le mouvement, mais on a été fait par le mouvement et on a été designé autour du mouvement depuis des millions d'années. Et le fait qu'on soit arrêté de bouger avec différentes phases, il y a eu il y a très très longtemps l'agriculture qui a commencé à nous sédentariser, et puis la révolution industrielle, puis la révolution numérique qui nous fait perdre encore un petit peu d'activité physique. Tout ça, ça s'est fait à une échelle très très courte par rapport à l'évolution, et tous les problèmes que l'on connaît, c'est lié à ce manque de mouvement très brutal qui est arrivé dans nos vies. Les personnes en situation d'handicap moteur sont eux aussi particulièrement exposées à un mode de vie sédentaire et peu actif. Exactement. Les conséquences pour eux sont terribles, on le disait, risque accru de développer des maladies cardiovasculaires, des cancers, du diabète, et malheureusement ils sont souvent les grands oubliés de la lutte contre la sédentarité. Tout à fait. Est-ce que vous avez pu observer un isolement plus grand de ces personnes sur les derniers mois depuis la pandémie ? Oui, tout à fait. Déjà, de par le fait d'être handicapé, on est déjà isolé parce qu'il y a peu d'accompagnement après qu'on soit sorti du centre de rééducation. On se retrouve un peu seul face à nous-mêmes. Et là, il y a un vrai vide. Donc, ils se retrouvent à la fois seuls face à leurs problèmes, mais seuls isolés dans leurs problèmes. Parce que chez soi, que ce soit votre compagne, vos enfants, etc., ils ne connaissent pas le problème que vous avez et personne ne le connaît. Donc du coup, vous êtes vous-même isolé au sein même de votre maison. Donc, même si les gens partagent avec vous et veulent être très empathiques, malgré tout, ce que vous avez, personne ne le vit à votre place. Donc, on se retrouve des fois dans des phases vraiment compliquées
où en plus il y a la notion de douleur. Donc du coup, il y a des personnes qui sont en plus sous médicaments qui favorisent pas du tout le mouvement parce que vous pouvez avoir des pertes de conscience et même dans l'espace. Donc oui, ça engendre beaucoup de problèmes. Et puis, il y a un problème matériel. C'est qu'aujourd'hui, pour faire du sport, il y a très peu de solutions qui arrivent. Et les solutions qui arrivent sont très coûteuses. Donc, si même quelqu'un a la motivation de le faire, il se retrouve face à une problématique d'accessibilité. Et ça, c'est un vrai problème. Donc l'idée, ce serait de rendre ça plus accessible. Et donc du coup je porte un projet qui s'appelle la lame Hopper et donc qui est en collaboration avec Iron, avec Salomon et Airbus et puis l'école des mines d'Albi, l'IMT, qui a développé une lame. Alors je vais vous montrer ça. Hop. Petite démonstration. Voilà la lame. Alors je ne sais pas si on la voit bien à l'écran. Voilà. Et donc cette lame en fait elle est issue des résidus de carbone de l'A350, l'avion. On récupère le carbone et puis Airbus nous transforme ça en lame. Salomon nous fait la semelle, nous a développé la semelle. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir à la fois une lame qui soit durable, on récupère des matériaux, qui soit accessible en termes de prix et qui soit le plus polyvalent et le plus facile à utiliser pour pas que ce soit trop technique non plus et qu'on s'adresse à tout le monde. Donc on a bon espoir de pouvoir... Est-ce que tu peux nous la décrire aussi pour les gens qui écouteront et qui puissent se visualiser un petit peu, qui ne sont pas là, qui ne sont pas présents. Donc, c'est une lame en C, ce qu'on appelle. Il y a plusieurs formes, mais celle-là, c'est une forme en C, qui est donc au bout de mon emboîture, qui est la partie dans laquelle je vais venir mettre mon moignon. Et en fait, les lames sont à restitution d'énergie, c'est-à-dire que je vais devoir la compresser pour qu'elle puisse me rendre de l'énergie. Comme au saut à la perche. Exactement. Voilà, comme le saut à la perche, c'est tout à fait ça. On va compresser pour avoir une restitution d'énergie. Alors, ça coûte de l'énergie que de la compresser, mais ça en rend aussi pas mal. Et là, justement, tout le travail a été de la développer pour qu'elle soit la plus facile d'utilisation et que monsieur et madame, tout le monde puisse l'utiliser. Là, on n'est pas du tout orienté vers les sportifs de haut niveau, bien que cette lame puisse être utilisée par des sportifs de très bon niveau déjà. On a quelques performances assez incroyables. Donc on a bon espoir même que certains puissent l'utiliser dans des compétitions de haut vol. Ouais. Pour toi, vraiment, la clé, en fait, c'est l'accessibilité au matériel pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir une activité. Exactement. Il y a différentes façons de parvenir à cette accessibilité parce que tu dois connaître l'association Une Lame pour courir. Exactement. C'est un autre modèle aussi. Et en fait, ça permet à des enfants de pouvoir avoir une lame. Et c'est un circuit en France. Elle circule sur toute la France parce qu'avec la croissance, une lame qui est utilisable par un enfant ne l'est plus après avec la croissance, mais elle va l'être pour un autre. Et donc, il y a des lames comme ça qui circulent au niveau national et je trouve que c'est une très belle idée. C'est une très belle idée et c'est en fait pour porter, il y a plusieurs projets dans ce sens-là et c'est pour porter ces projets-là que justement cette lame va être mise à disposition et surtout elle aura un coût beaucoup moins cher. Et ce qui fait que ce type d'association, comme mon association, on va pouvoir acquérir des lames à moindre coût et donc en avoir plus et pouvoir en mettre à plus de personnes. Pour que les gens puissent se rendre compte, une lame, ça coûte combien ? Une lame, c'est aujourd'hui, juste la lame, sans qu'elle soit montée, c'est environ 4 500, 5 000 euros. Sans qu'elle soit montée. Là-dessus, il y a le travail du prothésiste, etc. Vous arrivez très facilement entre 6 000 et 10 000 euros. La mienne, par exemple, elle est à plus de 10 000 euros. Le problème, c'est que c'est souvent très spécifique. Donc, comme les fauteuils d'ailleurs, et c'est tout ce qui pose dans l'handisport. Les bacs sont moulés, donc du coup, après, tout le monde ne peut pas l'utiliser, donc on ne peut pas le mutualiser dans un club. Et c'est ça un peu le problème. Ouais. Et comme tu disais, d'essayer de standardiser un petit peu les choses, ça permet de diminuer le coût. Ouais. Exactement. Et donc là, on va pouvoir sortir les personnes de la sédentarité auxquelles parfois ils sont condamnés en fait. Ouais.
alors que ça devrait être l'inverse. Les personnes handicapées sont condamnées à faire du sport. Sont condamnés à faire du mouvement. Typiquement, ça a été ma thérapie. Hein. J'aurais pas eu l'activité que j'ai eue. Je serais aujourd'hui dans un canapé à pas pouvoir bouger. Voilà. Donc, c'est très, très important. On y reviendra après. Et justement, là, ce qui est intéressant, moi, je parlais justement avec Boris juste avant. En fait, ça permet de faire du trail aussi. Moi, je pensais que c'était vraiment de la course sur du plat, sur de la piste. On a toujours cette image de l'effort vraiment typé athlétisme, quoi. Sprint. Ouais. Et en fait, non, il fait la MCC, cet été quand même. Je veux dire, les chantiers de Tour de Chamonix, moi, je me suis pété la cheville, par exemple. Alors descendre de la mer de glace, c'est hyper technique. Ça, au moins, c'est l'avantage, c'est que ma cheville gauche, elle est en carbone. Elle est en carbone, ça bougera pas. Attends, il t'en reste une quand même. Il m'en reste une, ouais. Mais du coup, ça permet d'aller quand même sur des chantiers super techniques. Comme quoi, ça devient plus limitant, finalement. Non, ça devient plus limitant. Et ce que j'aime à dire, c'est qu'aujourd'hui, quand moi, je vais faire du sport avec mes potes, il n'y en a plus un qui se pose la question est-ce que Boris, on va devoir adapter ou de suivre faire... ou quoi. Ils en sont à se dire est-ce qu'on va pouvoir le suivre. C'est beau. Donc, mais ça il faut pas que ce soit qu'une personne. Il faut que ce soit un maximum de personnes qui puissent le faire et qui puissent toucher ça parce que ça offre une liberté et puis ça offre un potentiel de vie. Retrouver si vous voulez, si c'est juste pour vous pouvez aller aux champignons si ça vous amuse. Bien sûr, mais c'est bien de faire passer ce message justement. Il y a aussi un autre point qui est le télétravail. Forcément, on peut pas passer à côté parce qu'il y a eu depuis la crise sanitaire, on assiste à une explosion du télétravail et cette façon de travailler risque de s'installer très probablement, durablement. Et les conséquences que cela peut avoir aussi sur l'activité physique. Stéphane, est-ce que les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans la lutte contre la sédentarité? Y a-t-il des choses qui ont été ou qui sont en train de se mettre en place de la part des entreprises pour favoriser la pratique sportive, sachant que à l'heure actuelle, maintenant, les gens ne sont plus forcément non plus au bureau, quoi. Ouais. En fait, il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, mais à partir du moment où vous êtes une partie du problème, vous êtes toujours une partie de la solution. Dans toute chose, c'est comme ça. Donc l'entreprise et le mode de vie de l'entreprise, pas l'entreprise individuellement, mais la vie moderne et les métiers tertiaires sont une partie du problème. Donc c'est là qu'on doit trouver aussi des solutions pour permettre aux gens de bouger. Alors après, ça va dans l'aménagement des espaces de travail avec des bureaux assis debout. Être debout, ça ne vous donne pas de mouvement, mais déjà, ça vous protège au niveau du dos. Si vous faites des phases, tous les problèmes de dos avec toutes les TMS, les troubles musculo-squelettiques que l'on connaît, la station debout est bien plus bénéfique pour le dos que la station assise. Donc, il y a des choses comme ça à mettre en place, de la communication autour de la gestion des ascenseurs. Voilà, jamais d'ascenseur pour 2 étages. Vous pouvez faire des petites choses, et puis il y a les entreprises qui vont plus loin. Chez nous, ça existe, mais plus souvent à l'étranger. Ou au Danemark, je disais il n'y a pas longtemps, une entreprise qui donne 2 heures à ses collaborateurs pour faire du sport ensemble sur leur temps de travail. Donc ce sont 2 heures, parce qu'ils considèrent que ça améliore l'attractivité de son entreprise dans un métier où il y a un turnover très, très important. Lui ne l'a pas, et puis il dit, moi j'ai 2 jours d'arrêt maladie en moyenne pour mes collaborateurs par an, et ce qui est bien moins que la moyenne au Danemark. Donc oui, il y a un intérêt à le faire pour la société au sens l'entreprise, pour la société collectivement en termes de responsabilité. À partir du moment où vous coachez les gens sur des chaises, vous avez aussi une responsabilité pour trouver les solutions. Plus ils sont en forme, moins ils vont à l'hôpital, moins ils sont malades et moins ils coûtent. Exactement. Chez Iron, ils ont fait quelque chose, moi je trouve super fun, c'est que les livraisons à Paris, à la boutique de Paris, se fait en courant. Donc c'est très bien, hein, vous vous retrouvez avec des employés qui, alors Iron favorise évidemment le sport dans l'entreprise, là ils ont poussé encore le truc un peu plus loin, c'est que les livraisons, au lieu que ce soit un véhicule polluant, etc., qui le fait avec quelqu'un qui du coup est assis, là on a des personnes qui livrent en courant. Oui, il y a des solutions à trouver, des choses à imaginer. Plein de choses. Installer une douche, on sait que ça a un impact. Mettre un abri vélo avec un abri vélo sécurisé, on sait que ça a un impact pour que les gens viennent à vélo aussi. Donc les entreprises, elles sont toutes pas multinationales, et à des TPE, des PME, mais même à un petit niveau. Et puis je crois beaucoup que la solution pour les TPE et PME, qui sont quand même l'essentiel de nos entreprises en France, 99,9%, je crois que ce sont en France des entreprises de TPE, PME, ça passe par la mutualisation. Et je pense que la problématique sport en entreprise, notamment sur la pause méridienne,
S'il faut des douches, parfois sur des zones d'activité, quand il y a plein de petites entreprises, c'est mutualisé comme on le fait pour des crèches, comme on le fait pour des restaurants d'entreprise. Ça va avancer, mais ça passera par des solutions comme ça. J'ai le stade du coup. Je suis un peu le monsieur data, vous m'avez invité pour ça. Hein. Bien. Je t'en prie. Non, ce qui est vraiment intéressant, c'est que par exemple, si on prend de différents pays pendant le confinement, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est que typiquement l'Angleterre qui a connu un confinement relativement light par rapport à la France ou l'Espagne ou l'Italie, on a vu une explosion du nombre d'activités de quasiment plus de 90%. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on laisse du temps aux employés chez eux, avec un emploi du temps beaucoup plus flexible, ils le passent à s'exercer, à faire du sport, à se dépenser. Et justement, et ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'en fait, ils ont besoin de sortir, se sentir bien. Et au final, quand on se sent mieux, on est un peu plus productif au travail, tout simplement. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a vraiment eu ce besoin pendant le confinement, typiquement sur des pays où le confinement était vraiment beaucoup plus light qu'en France. Il y a une question, je crois, de Twitch, la magie du direct. Quelqu'un qui demande cette décision gouvernementale de réouvrir les bars à l'heure actuelle, est-ce qu'elle ne vient pas justement un peu en confrontation? Est-ce que c'est pas paradoxal avec toute la démarche sport-santé? Les bars à eau seulement, je crois. Je ne veux pas m'avancer, mais... avec justement toute cette démarche sport-santé que met en avant le ministère des Sports. On en parlait juste avant avec la ministre. Quel est votre point de vue là-dessus? J'y vais. Allez, Et les salles de sport sont encore fermées aussi, bien sûr, alors que les bars sont ouverts, en fait. Mais moi, ça va être très simple. Les bars, je pense que... à un moment donné, il y a besoin... on était beaucoup isolés aussi, et c'est vrai que les bars, finalement, c'est se retrouver, puis ça fait partie un peu... ça aide aussi la santé mentale, quoi. Donc, se retrouver avec ses potes et boire un verre, à un moment donné, ça aide aussi, quoi. Donc, c'est un équilibre, quoi. Je pense que passer du temps avec ses amis, ça nous aide aussi mentalement, et puis potentiellement, il faut faire plus de sport aussi derrière. Non, mais c'est vrai qu'on peut regretter que pour les salles, il n'y ait pas eu des conditions particulières d'accueil, parce que c'est vrai que c'est assez binaire, je trouve, le traitement. Or, il y aurait eu, je pense que beaucoup d'opérateurs de salles, que ce soit associatives, privées ou d'espaces publics qui n'étaient pas ouverts au public, étaient prêts à faire des aménagements, trouver des solutions pour avoir une jauge qui rende compatible, je dirais, les enjeux de sécurité et puis les enjeux de pratique, quoi. Ouais. Et puis on peut retrouver ses amis aussi au sport et donc du coup Ouais. resocialiser. Donc c'est vrai que boire de l'eau, pourquoi pas. On peut s'arrêter au bar aussi. Le retour après, voilà, c'est ça. Plutôt pour, en fait. Voilà. C'est vrai qu'on parle surtout beaucoup des aspects négatifs pour le moment du confinement. Le confinement n'a pas eu des impacts négatifs non plus, notamment en matière de mobilité urbaine. En 2021, les Français ont plébiscité le vélo, particulièrement pour leurs déplacements quotidiens. Malheureusement, cela pose aussi des questions en matière de sécurité et d'infrastructure, car toutes les villes ne disposent pas encore de pistes cyclables ou d'éclairage suffisant pour assurer la sécurité des cyclistes. Peu de gens le savent, mais Strava accompagne aussi des municipalités, des collectivités locales dans la gestion de ces problématiques de mobilité. Concrètement, comment aidez-vous des villes comme Paris, Lyon ou Barcelone, je crois, dans le développement de leurs infrastructures? Oui, alors Strava a un service spécifique qui s'appelle Strava Métro. Vous pouvez aller taper dans Google, Strava Métro, il y a un site spécifique là-dessus. Et en fait, c'est un service qui agrège les données, qui les anonymise et qui en fait les remet gratuitement, en tout cas qui les rend accessibles gratuitement pour tout ce qui est collectivité, en fait tout ce qui est organisme public dans le monde. Donc c'est-à-dire que si vous ouvrez un coffee shop ou un magasin de vélo et que vous voulez voir qui passe dans la rue, s'il y a du trafic, ça marchera. On laissera pas forcément l'accès, on laissera pas du tout l'accès même. Donc du coup, c'est vraiment pour les organisations publiques. Mairie, collectivités locales, territoriales, pour vraiment analyser le territoire, analyser les villes surtout aussi, c'est pour ça que ça s'appelle Strava Métro aussi à la base. Et en fait, c'est simple, c'est une logique assez simple, c'est que depuis le début, les fondateurs de Strava ont intégré ça dans leur stratégie. Parce qu'en fait, c'était comment ils ont réfléchi à comment renvoyer l'ascenseur en fait à toutes ces aux membres qui nous laissaient qui nous remettaient tout l'ensemble de ces données, quoi. Donc en fait l'idée c'était renvoyer l'ascenseur et éventuellement donc faire en sorte que les collectivités locales et mairies puissent utiliser ces données pour améliorer les infrastructures, pour ensuite motiver les riverains à utiliser leur vélo pour se déplacer et éventuellement se dire tiens, à un moment donné j'ai envie de sortir de la ville, je veux prendre mon vélo aussi pour sortir de la ville, j'ai besoin d'un outil et potentiellement Strava pourrait devenir pertinent.
Donc c'est un peu ça la logique. Il y a vraiment, et c'est bien avant toutes les stratégies RSE d'entreprise. Ça, on parle de 2008, 2009. Même Smart City, ouais, parce que ça Voilà. colle avec les réflexions Smart City aujourd'hui sur le développement des infrastructures. Ouais. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que là dernièrement, en fait, on le rend, donc c'est gratuit, c'est un accès gratuit pour l'ensemble de ces organismes publics. Et en fait, on a vu beaucoup de villes qui ont accédé à ces données-là dernièrement. Et puis notamment, alors pour prendre l'exemple de Paris, il y avait la stratégie, enfin pas la stratégie, mais en tout cas la logique, c'était vraiment de valider les coronapistes, quoi. C'était comment Strava peut nous aider à valider des passages ou l'ensemble du réseau qui a été mis en place post-confinement. Et on l'a vu dans les stats, nous, c'était juste sur les femmes. Je sais que ça pourrait du coup t'intéresser, mais par rapport à ton podcast, pas par rapport au fait que tu es une femme. J'avais compris. Alors les gens n'avaient peut-être pas compris. Les gens n'auraient peut-être pas compris. Mais en fait, voilà, on a observé plus 357% de déplacements des femmes en ville versus 2019, en 2020. Donc, c'est clairement le fait qu'il y avait plus d'infrastructures mises en place, les pop-up lanes, comme on disait, les pistes cyclables provisoires, ont vraiment aidé, et ont vraiment démocratisé, ont motivé en fait les femmes notamment à se déplacer en ville. Ouais, parce que la sécurité, je pense que côté féminin, c'est souvent très quelque important. chose qui revient. Moi, j'étais pas forcément toujours pour dire en fait, les femmes ont peur à vélo en ville, ont besoin de beaucoup plus de sécurité. J'étais pas du tout dans ces propos-là, et c'est vrai que cette donnée, en fait, quelque part valide un petit peu ce propos qui pourrait paraître un peu sexiste, mais voilà, plus 357%. C'est énorme. 2020. Voilà, c'est énorme. C'est énorme et parlant. Il y a un autre sujet aussi que j'aimerais bien aborder qui est la santé mentale, parce que forcément, effectivement, on parle de confinement, on parle de sédentarité. C'est un lien aussi sur la santé mentale. Depuis le début de la crise sanitaire, la santé mentale de beaucoup de Français a été fragilisée. On estime que 31% des Français présenteraient des états anxieux ou dépressifs. C'est énorme. Stéphane, est-ce que le sport peut avoir un impact positif sur notre santé mentale, et de quelle façon ? Oui. C'est vraiment. Et on commence à comprendre maintenant les mécanismes aussi. C'est ça qui est intéressant. On voit même que des intensités de pratique ou des modes de contraction musculaire ont des effets différents. Donc, on voit que vraiment c'est très très fin, que certains groupes musculaires mettent en circulation en activité physique certaines molécules et d'autres molécules selon la typologie, fibre rouge, fibre blanche, fibre rapide, fibre lente. Oui, il y a des effets, comme je vous le disais, sur les états anxieux, sur la dépression, qui sont très très bien démontrés, que ce soit chez la souris ou chez l'homme, puisqu'on passe d'abord sur des modèles animaux, parce que parfois faire des biopsies, c'est quand même plus simple sur les animaux que sur les êtres humains. Mais du coup, oui, c'est très très bien documenté. Et c'est pour ça que, au-delà de ces études, beaucoup de gens disent je suis parti courir avec mes problèmes, je suis revenu avec des solutions. C'est assez fréquent. Alors qu'on n'a même pas l'impression d'avoir réfléchi, mais parce qu'il y a de l'oxygénation, de la vascularisation. Et ce que l'on sait sur certains mécanismes, dans le détail, tout n'est pas explicable encore, mais il y a pas mal de choses qui sont connues. Mais on sait qu'une meilleure vascularisation, notamment sur l'hippocampe dont je parlais, va créer on appelle ça une angiogénèse, c'est des petits vaisseaux. Donc, s'il y a les petits vaisseaux, les facteurs nutritionnels des neurones vont pouvoir arriver. Donc, il va y avoir une neurogénèse, plus de synapses, plus de neurones dans la zone de l'hippocampe. Et donc, un meilleur fonctionnement de cette zone qui est, comme je disais, clé sur les notions d'anxiété, de dépression et de maladies neurodégénératives. Dans cette même étude, ça révèle que 30% des personnes interrogées déclarent avoir débuté la course à pied, justement, pour surmonter une épreuve personnelle. Boris, toi, tu es le cas de figure typique. En 2009, tu as été victime d'un accident de moto. 2019, j'ai dit quoi ? Pardon, 2019. Tu as été victime d'un accident de moto qui a entraîné une amputation de ta jambe. Ouais. Comment as-tu vécu cette épreuve, et quelle place a joué le sport dans ta reconstruction, que ce soit physique ou mentale ? Ouais, majeur. Ce que disait Stéphane est clairement très très juste pour la reconstruction. Après un accident, d'abord on subit un choc mental, ne serait-ce que simplement, soit physiquement, avoir un nouveau corps, et puis le choc simplement absorber ce trauma. Et donc du coup l'activité physique participe clairement à la reconstruction. Moi ça a fait partie, au-delà de l'aspect purement mécanique,
Ça a fait partie de ma motivation, de ma reconstruction mentale, en retrouvant des sensations. Il y a un exemple que je donne assez facilement, c'est que la première fois que j'ai pu recourir, il y a une sensation que les gens ne savent même pas que c'est très important, c'est le vent sur le visage. Juste le fait de pouvoir courir et sentir le vent sur le visage, c'est quelque chose de dingue en fait. Et donc de pouvoir ressentir ça, le cerveau remémorise ces sensations-là et il redemande ça. Il redemande de retrouver cette dynamique, il redemande de retrouver ce mouvement-là. Et ça, il faut absolument le favoriser dans les centres de rééducation, il faut absolument le favoriser pour les personnes handi. C'est majeur, majeur. Même si il y a des personnes qui peuvent être très dégradées, endommagé parce que fauteuil, tétra ou peu importe. Mais le mouvement va énormément aider à reconstruire, à se reconstruire personnellement. Je pense que Stéphane pourra le donner plus en détail, mais ça libère des endorphines, ça libère des choses qui aussi participent à la bonne humeur, qui participent à la joie. Et donc du coup, ça y est, on peut commencer à projeter l'avenir. Moi, on m'avait dit, tu ne recourras pas avant 1 an ou 2, et peut-être tu pourras trottiner. Bon, moi, c'était un défi qu'on m'avait lancé. Moi, au bout de 3 mois, je courais. Clairement, on m'avait lancé un défi, là. Mais du coup, je m'étais imaginé courir dans 1 an, et puis finalement, c'était 3 mois. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je me suis dit, je vais reprendre le surf. Donc, j'ai repris le surf, reprendre le VTT, reprendre le trail, etc. Et je me pu me mettre au trail. Et puis, à un moment donné, on m'a dit, mais non, mais en fait, le trail, c'est pas possible. Ah, mais c'est trop tard. Et je l'ai fait, donc c'est trop tard. Et donc, voilà. Donc, en fait, il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup porté, c'est, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà. Il faut absolument que les personnes puissent se dire que c'est possible. Allez-y, faites. Bougez. Ça va vous aider et il faut les accompagner pour ça. La création de mon association, c'est ça aussi. C'est me retrouver confronté à ce vide et me dire, en fait, il faut juste un coup de pouce pour mettre les gens en mouvement. Et allons-y, donnons ce petit coup de pouce. Ouais, dans ce que tu disais, il faut bouger. Il y a beaucoup dans les témoignages. Bouger, c'est se sentir vivant. Et c'est vrai que c'est ce qu'on oublie avec nos modes de vie, parce que tout se passe, tout est concentré là. Bien souvent, les gens disent « Ah, je suis tellement fatigué, mais je ne peux pas aller courir le soir ou je ne vais pas aller marcher. » Sauf que la fatigue psychologique et la fatigue physique sont 2 fatigues qui sont complètement différentes, qui n'ont rien à voir. Et en fait, la fatigue psychologique vous empêche d'avoir l'énergie de vous changer, de vous dire mais c'est pas du tout la même fatigue, et au contraire on sait très bien que si vous choisissez bien l'activité, ça va vous mettre, peut-être pas les premiers jours, mais au bout d'un moment ça va vous permettre de retrouver le sommeil, alors que la fatigue psychologique est problématique pour le sommeil. Donc il faut vraiment reconnecter tout ça en fait, et les gens qui ont un long passé de sédentarité derrière eux, la grande difficulté elle est là, c'est de comprendre ces mécanismes, et puis après quand on les a, on sait très bien que quand on a tel état un peu pas bien, un peu pessimiste ou un peu irritable, c'est parce que comme par hasard on s'est pas bougé depuis un petit moment, quoi. Donc moi quand j'oublie, c'est ma femme qui m'envoie courir. Voilà. C'est simple. C'est bien. On parlait de motivation aussi, justement, parce que cet aspect de motivation, il est important d'avoir la motivation d'aller bouger, de sortir, justement. Depuis quelques années, Strava rencontre un gros succès chez les sportifs. L'une des raisons, et vous l'expliquez tout à l'heure, c'est aussi la collecte de data. On sait que les sportifs raffolent de plus en plus des collectes de données sur leurs entraînements. Ils les comparent, ils regardent à quel point ils évoluent. Peut-être même un peu trop, on peut peut-être dire ça. Pensez-vous que cette technologie, du coup, joue un vrai rôle sur la motivation, quitte à aller peut-être même un peu trop loin ? Oui. Alors, ce qui est marrant avec Strava, c'est effectivement, on est perçu comme une entreprise Big Data. Alors, je vais revenir un peu aux origines de Strava, parce que ça me semble important. Alors, en fait, le projet de Strava, à la base, c'est deux étudiants qui étaient dans un club de sport, dans un club comment on appelle ça, le bateau... Aviron, merci. J'ai galéré. Mais du coup, ils faisaient partie de ce club d'aviron. Il y avait une ambiance particulière, une camaraderie, tout ça. Et en fait, ils se sont retrouvés séparés, ils sont sortis de l'université, ils ont fini leurs études, ils se sont retrouvés l'un sur la côte est, l'un sur la côte ouest. Et ils ont perdu cette ambiance, quoi.
Donc ils ont réfléchi à comment matérialiser ça digitalement et retrouver cette ambiance-là, quoi. Donc en fait, je veux dire, le projet de départ de Strava au début, c'est tout le côté connexion sociale, ambiance d'un club de sport. Et le concept de départ, c'est investir digital, en fait. Et pas collecter de la donnée, quoi. Et en fait, le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de données partagées sur Strava aujourd'hui, c'est une conséquence et pas la finalité, on va dire, liée à un objectif de départ. Donc ça, c'est important. Alors du coup, ça me semble important de préciser ça, parce que finalement, alors, oui, il y a énormément de personnes qui nous rejoignent sur Strava, 2 millions par mois, qui nous rejoignent sur Strava. Ils viennent certes pour le côté tracking, data, suivi d'entraînement, suivi de forme, mais en fait, il reste pour la dimension sociale. Parce qu'en fait, il y a des connexions, et c'est pas la dimension sociale, je suis un tel, je vois ce qu'il fait. Lorsqu'on sort dans une géographie, dans un Chamonix par exemple, on se retrouve connecté avec d'autres athlètes dans la région ou qui sont passés là pour un certain temps. Et c'est ce côté social, en fait, c'est pour ça que les gens restent. Et en fait, c'est ce côté-là qui est ultra motivant. C'est pas le côté data, big data. Ça m'étonne pas, parce que dans la santé, il y a une dimension à la définition de l'OMS. C'est pas une absence d'infirmité ou de maladie, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et la dimension sociale est très importante. Et j'ai monté avec mon épouse un programme d'activité physique, de reprise d'activité physique pour des patients coronariens, moyenne d'âge 63 ans, dans les Alpes-Maritimes. On a fait une étude d'impact médico-économique d'ailleurs à cette occasion. Et on avait aussi une étude psychocomportementale avec une doctorante qui a travaillé avec nous. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au début, ils sont tous venus parce que, c'était une opportunité d'étude. Ils se sont dit, tiens, on va pouvoir faire avancer une étude, donc dans la motivation. Et puis en même temps, si je m'engage dans une étude, je vais être obligé d'être sérieux et de venir aux entraînements, parce que sinon ça ne va pas le faire. Et puis, la deuxième chose que l'on a remarqué, c'est qu'au début, ils sont venus un peu avec l'injonction du médecin. Il faudrait que vous fassiez un peu plus de sport. Et ça faisait des années qu'ils entendaient ça. Ça vous ferait du bien de vous bouger un peu plus. Et à la fin, ils sont restés pour la dimension sociale. C'est-à-dire qu'ils étaient capables d'organiser eux-mêmes une pratique ensemble, même quand il n'y avait plus d'encadrement, ils rajoutaient une séance. Et c'est vraiment la dimension sociale qui les a engagés dans la durée, parce que nous, notre intervention, elle a duré 5 mois. Mais ce qui a fait qu'ils se sont engagés dans la durée derrière, c'est qu'ils avaient créé un groupe pour partager des activités, et bien plus d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et partager ça. Il y a une notion de jeu aussi, parce qu'en fait, là où on se dit que Strava, c'est de la collecte de données, en fait, c'est du jeu, quoi. C'est vraiment, on parle plus de gamification chez Strava que de collecte de données, quoi. Et il y a peut-être des gamers, parce qu'on est sur Twitch. Juste pour ça, il y a un côté vraiment, il y a vraiment un truc jeu vidéo, mais dans la vraie vie, quoi. Et ça, c'est vraiment la notion de jeu est hyper importante, quoi. Strava n'a pas inventé la compétition, mais c'est vrai que se comparer du coup digitalement avec une communauté autour de nous. Que je fasse une boucle à Montmartre ou que je fasse un tour de vélo dans les Pyrénées, à un moment donné, je me retrouve connecté. Ça ramène du jeu, ça ramène du fun. Oui, puis je crois que pour certains aussi, c'est un moyen de savoir où ils en sont par rapport pour une tranche d'âge donnée, puisqu'on peut regarder en fonction de l'âge, c'est un moyen de se motiver, puis d'avoir une idée de sa condition physique. Tiens, qu'est-ce que, dans cette communauté où je me situe, si j'ai envie de... je pense que ça participe quand même à la motivation, de pouvoir s'évaluer. On peut se comparer à Stéphane Guéganin, clairement. Faites le test. Moi, près de chez moi, je me compare à Romain Bardet, je suis souvent démoralisé, parce qu'il passe souvent par là-bas à vélo, et ça fait mal à la tête. Alors, on arrive sur la fin de la conférence. Moi, j'aurais une dernière question assez simple à vous poser à tous les trois. Est-ce que vous auriez des conseils simples, accessibles à tous, pour bouger plus régulièrement, pour se sortir de la sédentarité si on se considère comme sédentaire, ou tout simplement pour commencer aussi une activité physique, parce que des fois c'est compliqué, on ne sait pas par quoi commencer, est-ce que je vais courir, est-ce que je vais nager. Est-ce que vous auriez des conseils ? Alors, pour commencer, quand on part vraiment de rien, alors déjà, une motivation, c'est qu'on tire bénéfice d'une reprise de l'activité physique à tous les âges. Donc ça, c'est positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse de dire c'est trop tard. Non, c'est pas vrai. Et le deuxième point, c'est que plus on est sédentaire, plus on va tirer bénéfice. Donc quelqu'un qui n'a rien fait, qui a 70 ans, s'il s'y met, il ne pourra pas dire que... Non, au contraire, ça va être l'un de ceux qui va le tirer le plus de bénéfices, parce que quand on passe de rien à un peu, on a déjà beaucoup d'effets. Donc ce un peu, ça peut être tout simplement de décider de démarrer sa journée en faisant le tour du pâté de maison, en marchant autour de chez soi, 15 minutes avant de prendre son petit-déj, un jour sur 2. Si vous faites ça, que vous ne faisiez rien,
et que vous êtes attentif à ce qui se passe, en marchant d'un bon pas, avec un peu d'essoufflement sur votre sortie, vous allez voir qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois déjà, vous allez sentir des effets. Et puis si vous avez mis une pièce dans le moniteur, vous dites tiens, je vais peut-être en mettre une deuxième. Au lieu de faire un quart d'heure tous les deux jours, je vais le faire tous les jours. Voilà, notion de jeu. Et puis ainsi de suite. Donc après, quand on commence à en sentir les bénéfices, comme par hasard, le temps, qui est le premier obstacle, j'ai pas le temps, on le trouve. Voilà. L'envie, on le trouve parce qu'on voit qu'on progresse, on en ressent les bénéfices. Donc il faut accepter de faire peu et régulièrement au début, plutôt que beaucoup et rarement. Parce que beaucoup et rarement, ça peut être l'écœurement, ça peut être la blessure, et ça, c'est pas la bonne solution. Et peu, c'est accessible en termes de temps, 15 minutes tous les jours, ou tous les 2 jours, sur une activité peu intense, et puis c'est comme ça qu'on démarre. Ouais. Boris ? Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Je le mets un petit peu dans la version handi. C'est la même chose. Il faut oser bouger. Alors évidemment, il faut valider avec les médecins, les kinés, etc. Pas faire n'importe quoi non plus, mais il faut oser bouger. Si on est dans un fauteuil, on va faire le tour de pâté de maison avec son fauteuil. Si on est en béquille, on fait le tour de pâté de maison en béquille, etc., etc. Il y a toujours des solutions pour bouger et il faut le faire. Moi, au départ, j'ai commencé sur un tapis, j'avais pas de prothèse, donc il a bien fallu. J'ai ramené tous les poids du centre de rééducation que j'ai trouvé, je les ai mis dans un coin et voilà. Et je me suis rendu compte que, finalement, au sol, on pouvait faire plein de choses. Et même du cardio. Donc voilà. Donc il faut oser bouger. Il faut pas avoir peur de se dire on va pas être bon, ou on va pas être ceci, ou non, bouger. Peut-être finir sur une donnée. Tu me tends une perche. Non, mais évidemment, j'ai envie de dire vraiment essayer Strava, quoi. Non, rejoignez Strava. Non, c'est vrai. Non, après, ce qui je trouve vraiment intéressant, moi, en tout cas, c'est comme ça que je me suis vraiment vachement remis au sport il y a à peu près 15 ans. Et c'est vraiment la notion de territoire, de géographie, tout ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que je me suis venu à Strava. C'est pour la dimension itinéraire, recherche de parcours, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et c'est vrai que chercher des parcours, faire ses tracés, aller voir où je vais courir, aller voir où je vais rouler, trouver la bonne partie, la bonne section, tout ce côté un peu geek du parcours, et ensuite aller le faire, découvrir, revenir, le partager, enfin, tout le process. Je trouve ça absolument fascinant, quoi. Et ça fait 15 ans que je fais ça, tous les week-ends, mon parcours, et je m'en lasse pas, quoi. Bon, le message final, ce sera bouger, globalement. Bouger. C'est ça. Et je vous remercie en tout cas à tous les trois. Merci. Merci d'avoir regardé ce live. Merci aux partenaires de l'événement, Iron.fr et OnRunning. Et rendez-vous à 17h pour la dernière conférence consacrée à l'impact de la pollution sur la santé et les performances des sportifs. Et merci à tous. Merci. 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 À bientôt. Merci.